Lors de l'épisode précédent, j'ai décrit les ultimes étapes qui m'ont permis de faire l'expérience du 1 et ensuite comment je suis redescendu donc à mon état précédent mais enrichi du souvenir de l'expérience du 1. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne K-Expertise, compagnie de conseil en management et développement de solutions numériques, spécialisée dans le conseil en intégration de technologies de l'information et de spiritualité en entreprise. Ici, nous parlons de business, de spiritualité et de technologie de l'information parce que nous restons convaincus que le monde de demain dépend en grande partie de la qualité de l'intégration de ces trois composantes. Si tous ces sujets font sens pour vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, liker notre chaîne, nous mettre des commentaires et aller visiter nos autres canaux de communication, dont notre site web kexpertise.com. Donc là maintenant on va rentrer dans, je crois que c'est la 8e étape, je compte plus, là, je sais plus. Une grosse étape avec des mini étapes dedans, ce que je vais appeler donc qui va durer à peu près, qui va durer exactement 9 ans, que je vais appeler la guerre. Donc là je suis revenu donc à mon état initial avec le souvenir d'une expérience extraordinaire. Donc là je suis un peu comme le gars de la Lego de la caverne, on l'a remis dans la caverne, mais il a goûté dehors. Ok. Il a goûté dehors, donc il y a quelque chose. Il y a aussi une image qui représente bien ça, c'est comme si on me remet dans le désert, mais il y a une lune. Je suis dans le désert, mais maintenant, il y a une étoile qui est allumée. Intérieurement, il y a quelque chose qui s'allume en moi. Donc même dans l'obscurité la plus noire, il y a quelque chose. Et donc là, quand je reviens avec mes co-détenus, on est tous ensemble, mon premier réflexe, c'est de me dire, je vais utiliser ce que j'ai vu là-haut pour dominer les gens en bas. Dark Vador. Donc les dominer d'abord sur mon premier objectif qui est de faire l'X. Donc si je peux utiliser la connaissance que j'ai vue, la contrôler, je ferai ce que je voudrais. Je serai tout puissant. Donc c'est là-dedans que je pars. Et donc va commencer à naître un conflit là-dessus. Parce que cette énergie que je remène de là-haut ou là-bas, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, on s'en fout. Cette énergie que je ramène avec moi, elle ne se laisse pas contrôler comme ça en fait. Mais moi je veux la contrôler. Donc j'ai quelque chose en moi qui naît, que je ne contrôle pas vraiment, qui pour moi est le centre de la connaissance. Mais mon cerveau, moi je suis toujours dans ma tête. La conscience que j'ai de moi-même, je suis dans mon cerveau. Si on dit qui je suis là. Et ça, j'aime bien ça parce que ça, je le contrôle. La rationalité, c'est hyper intéressant. On fait ce qu'on veut. Par contre, l'énergie là au centre, elle n'est pas si facilement apprivoisable. Donc, je commence à avoir une schizophrénie. Je me dis double, en fait. C'est comme si je suis double. Mais sauf que je ne m'identifie pas à ce feeling que j'ai en moi. Je m'identifie à ma tête. Et mon but, c'est de le contrôler. Donc, je pars en sup, normalement, je reprends ma vie d'avant, avec mes ambitions d'avant, sauf que j'ai l'expérience. Donc là, je rentre, mais ça ne marche pas comme prévu. Puisque je commence à avoir des questions très, 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 très profondes au professeur. On parle d'équations, etc. Ben, je suis en maths sup, donc c'est essentiellement mathématiques, physique, chimie. On est cours de français aussi, mais mon questionnement va très, très, très loin. Ben, là, sauf que les profs, ça les gonfle. Là, je suis en prépa, le but, c'est pas par un concours, c'est pas de refaire le monde. Donc, je commence à avoir faim d'un questionnement et le monde des ondes ne me nourrit plus. Il ne répond pas à mes questions. Et je continue. Et ça devient de plus en plus difficile de faire la sup, ça commence à ne plus avoir de sens en fait. Je me combats, je tiens mon truc, jusqu'à ce que j'arrive en janvier 1994. Donc là, c'est la rentrée du deuxième trimestre.
Et je me rappelle, j'étais dans une chambre de bonne à Paris, dans le 17e, pas loin de Chaptal, qui est un lycée qui est pas loin de la gare Saint-Lazare. Et là, un matin, j'arrive plus à aller en cours, en fait. Plus possible. Je sors plus de ma chambre, je suis là. Et la propriétaire, donc eux, ils avaient un appart au premier ou au deuxième, et puis c'était leur chambre de bonne en haut. Un jour, je me rappelle, elle vient me voir, est-ce que ça va, tadada. Vous voyez que c'était pas trop ça. Bon, du non, bon. Donc j'arrive plus à aller en cours. Et là, je me rappelle à l'époque, mon ami donc d'enfance qui habitait à Toulouse, à l'époque, on n'avait pas les téléphones, Internet, tatati, on n'était pas là. Donc on s'écrivait encore des lettres. Donc il m'envoie une lettre. Euh, une lettre, et je me rappelle le début de la lettre commençait par une phrase, une citation qui disait du Coran. J'avais vérifié si elle venait vraiment du Coran. Mais la citation disait ceci: vis chaque instant comme si tu devais vivre 1000 ans et mourir demain. Alors là, quand je lis ça, ça me frappe. Je me fais une réflexion et je me dis, on vit dans un système où on nous dit, tu souffres aujourd'hui parce que demain ça va être super. Donc là, tu es en chi, en sup, après en maths P pour intégrer l'X. Mais après, quand tu seras à l'X, ce sera cool. Tu seras arrivé. Et ainsi de suite. Mais sauf que quand tu vas aller à l'X, après, il faut être le meilleur de l'X, si tu as la même énergie. Après, il faut avoir le meilleur job. Trouver la meilleure épouse. La belle maison avec le chien, un labrador, le meilleur chien, et ainsi de suite. Et puis c'est toujours demain, en fait. Ton bonheur est toujours demain. Donc c'est comme les carottes et l'âne. Tu avances, puis c'est toujours demain. Une promesse de demain. Ok. Alors là, je me fais une expérience de pensée, un peu comme Descartes dans ses méditations métaphysiques, s'était enfermé, puis dans son poêle, et puis il a fait son doute hyperbolique. Je fais une expérience de pensée. Là, je me fais une expérience de pensée. Je me dis, imaginons que Dieu, là, il descende sur Terre. Donc, peu importe que vous croyez en Dieu ou pas, le concept de Dieu, tout puissant. Il sait tout, omnipotent, omniscient, etc. Il vient me voir et il me dit, Steph, tu vas mourir demain. Demain, dans 24 heures. Ok, puis il repart. Donc la question que je me suis dit, est-ce que je vais continuer de faire ce que je suis en train de faire, sachant que je vais mourir dans 24 heures? Évidemment que non. Je vais aller voir mes parents, on va voir les gens qu'on aime. Après, il y a toujours les... Ouais, j'ai envie d'aller voir l'océan, je vais aller voir l'océan, je vais faire tout un tas de choses que je ne fais pas parce que le système dans lequel on vit parie que je ne vais pas mourir demain. C'est sur ça qu'il repose. Mais parie sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir en fait. Donc un système qui te dit que c'est demain que ce sera bien est un système mensonger, qui ne marche pas du tout. Pour que ça marche, il faudrait qu'on contrôle quand est-ce qu'on meurt, c'est pas le cas. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais quitter la sup en fait. Et je vais aller chercher le truc que quand je le ferai, même si Dieu descend sur terre et me dit Stéphane, tu vas mourir demain, je ne changerai pas d'un iota ce que je suis en train de faire. Parce que je serai au meilleur endroit qui soit. Je suis là où il faut être. Cette image, je l'ai vue dans un film Heroes, début des années 2000, un film chinois, qui parle en fait de l'empereur de Chine, celui qui a créé la Chine en fait, parce que la Chine, sur la Chine, c'était beaucoup des villages, des petites choses complètement séparées. Donc à travers la réunification de toutes ces contrées-là pour faire la Chine. Sauf que quand il le faisait, parfois c'était de manière violente. Il imposait en fait l'unité. Et donc il y a un groupe d'individus, d'hommes et de femmes,
des maîtres dans les arts martiaux, etc., qui se réunissent et qui décident qu'ils vont tuer l'empereur. Et dans ce film-là, l'une des premières scènes, c'est une attaque de l'empereur dans l'un des villages. Et puis il y a beaucoup de jeux de couleurs dans les films chinois. Donc là, c'est une zone, tout est bleu. C'est du bleu. Et quand ils attaquent leur armée, là, ils tirent des milliers de flèches, puis ça détruit, ça rentre dans les maisons, ça détruit tout. Et là, il y a un maître en calligraphie qui est en train de faire de la calligraphie, comme ça, la calligraphie avec des gros pinceaux, la calligraphie. Et il y a l'attaque, il est en train de subir l'attaque, mais il ne change pas ce qu'il est en train de faire, il continue de faire sa calligraphie. Jusqu'à un moment, il y a même une flèche qui casse son pinceau, et ben il utilise la flèche comme pinceau, pour continuer son travail. La possible mort imminente, transpercée par une flèche, ne le détourne pas d'un iota de ce qu'il est en train de faire. C'est cet état-là que je veux atteindre. C'est être dans cette situation-là. Donc j'annonce à mes parents que je vais quitter la sup, etc. Bon, ok, je veux partir à la fac. Sauf que la guerre, elle n'est pas gagnée. C'est une bataille. Mais ça continue. Mon ego revient. Mon esprit ultra rationnel revient. Mon désir de contrôle, à la manière de Dark Vador qui voudrait contrôler la mort. Anakin avant qu'il devienne Dark Vador. Revient et je me dis, mes rêves de grandeur, je vais les continuer à la fac. C'est parce que la sup, c'était trop bachotage, trop précis. C'est pour ça, là, je vais continuer ma volonté, et là, ça s'était transformé en une volonté de trouver l'équation absolue. L'équation qui mettrait un peu Dieu dans une boîte, qui explique tout. Le plus grand rêve égotique et narcissique qui soit. Donc, je vais tout comprendre dans une équation, et que je vais aller découvrir en faisant de la recherche à la fac. Okay. Donc, je vais à Paris 6. Deudemia, ça s'appelait à l'époque. Mathématiques, informatique appliquée aux sciences de la Terre, un truc comme ça. Je vais là et je commence à écrire. Et cette écriture va me durer jusqu'à, on verra, donc jusqu'en 2002, j'écrirai tous les jours, tout le temps, je vais remplir des cahiers. Donc un questionnement qui ne finit pas. Et donc ce conflit entre ma tête et mon intérieur et ma volonté de trouver l'équation absolue, ça crée un combat parce que je n'arrive pas à contrôler mon intériorité. Donc je continue. Et ça ne marche pas non plus en sciences jusqu'en licence de physique, mais non, ça ne marche pas. Un combat terrible, sans fin. Et donc là, je décide d'aller en philosophie à la Sorbonne. Je suis pris à la Sorbonne Paris 4. Et j'arrive donc en philosophie. Et là, formidable, quand j'arrive en philosophie, donc j'arrive en 1998. Grand bonheur. Grand bonheur parce que je me rends compte que toutes les questions que je me posais sur l'origine du monde, le pourquoi, du comment, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la connaissance, etc., ben là, j'étais en philosophie. Il y avait des gens que ça fait des milliers d'années se posaient ces questions-là à longueur de journée. Donc, je n'étais déjà plus un ovni. Quand j'étais en mathématiques, j'étais un ovni. Les scientifiques, c'est le comment. Si ça marche, le pourquoi, on s'en fout un peu. Là, tu nous perds du temps à tous. Là, ça apprends la recette, ça marche, c'est super, c'est vérifié, c'est correct. Pas besoin d'aller plus loin. Le pourquoi ça marche, c'est secondaire, c'est pas une problématique de la physique, de la science, c'est une problématique de métaphysique. Et là, je tombe en philosophie où toutes ces questions ont complètement un sens. Donc là, poisson dans l'eau, etc. Mais toujours le même combat. Ce qui était la recherche de l'équation absolue, maintenant je cherche le concept absolu, le système de philosophie absolue qui explique tout. Je veux tout expliquer. Les cours sont incroyables, des moments extraordinaires. Je continue dans ma recherche, je fais mon DUG, parce qu'ils m'ont fait reprendre au début, donc je fais le DUG. Ma licence, jusqu'à ce que j'arrive donc en maîtrise de philosophie. Et ma maîtrise, donc mon mémoire, je le fais sur l'être de la science de la logique de Hegel. Pourquoi Hegel? J'avais découvert Hegel quelques années auparavant.
avec son concept d'identité de la différence, sur une explication de l'amour. La dialectique hegelienne avait ceci de particulier, c'est que le système hegelien avait pour ambition de tout expliquer. Alors là, très heureux, je vais vers ça, c'est ça qui va me permettre de tout expliquer. Et je pars sur donc, mon mémoire sur l'être, la science de la logique de Hegel. Tout le système hegelien repose là-dessus, en fait, sur la science de la logique, qui est composée en 3 tomes, il y a 3 grandes parties. Si je me trompe, l'être, l'essence et l'esprit absolu, ou l'être, l'essence, le concept, enfin, c'est en 3 grands moments. Et ce qui est le début donc, de toute la logique hegelienne, la logique hegelienne, c'est thèse, antithèse, synthèse. L'affirmation A, sa négation non A, ce que A n'est pas. Donc moi, je suis Stéphane, ce que je ne suis pas, tout ce qui est autour de moi. Ça, c'est non A, la négation de moi-même. Et ensuite, le retour à moi-même enrichi de ma négation. Donc ça veut dire que quand j'ai conscience de moi-même enrichi de ce que je ne suis pas, j'ai une plus grande conscience de moi-même que quand je ne sais pas ce que je ne suis pas. Là, j'ai une conscience absolue de moi-même. Il y a un autre exemple que j'avais vu dans un podcast de philo qui expliquait bien, que c'était un bel exemple. Si vous allez donc d'un point A pour vous rendre à votre boulot, vous connaissez le chemin pour y aller, et que vous prenez un autre chemin un jour parce qu'un de vos amis vous dit non, il y a un meilleur chemin qui est plus rapide, vous le prenez, et finalement, ce chemin ne s'avère pas être plus rapide, et bien la connaissance que vous aurez de votre chemin sera plus grande, parce qu'elle sera enrichie de la négation du chemin qui n'est pas le bon chemin. Tu es encore plus convaincu parce que tu as fait l'épreuve de ce que n'est pas le bon chemin. C'est un peu ça la logique hegelienne. Et donc, il part de l'être, et il dit que l'être, en tant qu'être, est un concept vide. Et donc, en fait, l'être, c'est le néant, donc son contraire. Il fait la même logique sur le néant, renversement du néant qui revient sur l'être, et quand l'être est enrichi du néant, il appelle ça le devenir. Et là, ça crée une dialectique qui est un devenir, donc des concepts qui, par leur négation, surmontent leur négation et créent jusqu'à arrive à la vie, la pensée, etc. Il explique tout comme ça. La même chose dans la logique dans l'histoire, la même chose, les événements suivent une logique systématique, c'est toujours la même. C'est beau, belle promesse de tout expliquer, un système complet qui a tout expliqué, qui correspond à ce que je voulais. Sauf que les 5 premières lignes, que l'être en tant qu'être est en fait néant, j'accroche dessus. Parce que si j'accepte ça, pour accepter ça, il faut que je nie ce que je ressens à l'intérieur de moi-même. Ce que je ressens à l'intérieur de moi-même, c'est que l'être en tant qu'être n'est pas néant. L'être n'a pas besoin de l'existence pour être. C'est comme la fameuse question, qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang? Avant le Big Bang, il y a quelque chose qui n'a pas besoin de l'existence pour être. Et que toutes les déterminations de l'existence qu'on utilise, l'espace, le temps, etc., n'existent pas encore pour pouvoir saisir cette réalité-là. Donc, si je cherche à saisir cette réalité avec mon cerveau, c'est impossible, parce que mon cerveau est déjà dans la création. Le créé ne peut pas saisir son origine sans renoncer à lui-même. C'est pas possible. Donc là, je suis face à un choix. Comme j'avais été face à un choix lorsque ma copine de classe m'avait dit « Waouh, tu dois être très heureux. » J'avais le choix de mentir ou de dire la vérité que non, je ne suis pas heureux. Et là, continue de creuser. Là, parce qu'en plus, il y a un enjeu, il y a mon diplôme qui est en jeu. Mais je bloque dès le début, ça ne marche pas. Donc, où je nie mon intériorité et je continue de nourrir des concepts vides de sens, ou je dis non. Un peu comme Luc qui dit ok, je vais perdre la guerre et tout, là, à la fin de la guerre le retour de Jedi. Ouais, je préfère perdre la guerre, mais je ne deviendrai pas comme mon père, en fait. Donc là, encore un enjeu de vérité, en fait, avec moi-même. Je ne peux pas nier mon intériorité, c'est pas possible. Donc là, je fais le choix que j'accepte que je ne peux pas penser l'absolu. C'est pas possible. Parce que l'absolu est plus grand que ma pensée. Mon cerveau est un outil.
ce n'est pas une fin. Mon identité, ma conscience que je suis, n'est pas dans mon cerveau, mais à l'intérieur de moi-même. Et c'est beaucoup plus grand que l'idée que je me fais de moi-même. Donc je renonce à penser l'absolu, et à ce moment-là, boum, 2002, j'atteins la non-pensée. Pendant des années, je pensais en continu, tout le temps. Je voulais tout penser. Pourquoi on dort? Pourquoi on meurt? Je pensais tout le temps. Je vais tout contrôler. Là, tout l'inverse, je relâche total. Et là, la non-pensée. Plein de gens vont dire, mais c'est impossible de ne pas penser. Comme les gens disent, c'est impossible de ne pas rêver de ça. Ouais, c'est faux. On a fait l'expérience le jour, je ne rêve pas. Et je ne pense pas. On a l'impression d'être un gars qui pense beaucoup, mais non. Ça veut dire que je ne pense pas. Le plus précis, c'est que la non-pensée, c'est que mon cerveau devient un pur outil, que j'allume comme un interrupteur. Je l'allume ou je l'éteins, quand j'en ai besoin. Quand j'ai plus besoin, il s'éteint. C'est pas de son niveau, c'est pas de son ordre, il se tait. Quand on a besoin de lui, on l'allume. Comme un ordi, j'allume mon ordi, je peux éteindre mon ordi. Je peux allumer et éteindre mon cerveau. Les pensées, donc, mon cerveau, c'est comme un écran blanc. L'expérience, ça vient de l'intérieur, je ressens un truc, hop, j'ai des visions, ça se projette, là, mon cerveau, il se met en mouvement. Il y a une partie qui est rationalisable, donc je peux conceptualiser, programmer. Et il y a une partie qui est au-delà de la rationalité, et que le cerveau, il accepte que c'est comme ça, et puis qui se gère ailleurs. Donc, c'est ce stade que j'atteins donc en 2002. J'ai quand même pu finir mon mémoire de philosophie, mais en étant très critique à l'égard de la pensée hegelienne, et j'avais une partie aussi avec la pensée heideggerienne. Donc très très critique. Et puis à la fin de mon mémoire, j'annonce ce que j'appelle la fin de la philosophie. Enfin, en tout cas pour moi, la philosophie est finie. La philosophie comme moyen de penser l'absolu, ça c'est mort. La philosophie par contre pour avoir un esprit critique, réfléchir, etc., savoir utiliser son esprit, avoir un regard critique sur les choses, conceptualiser, formidable. Mais dès que la philosophie se donne pour ambition de tout penser par la pensée, par le concept, ça c'est mort. Donc je dis ça c'est mort. Et donc maintenant, je me dis, je vais aller au cœur de la société, au cœur du monde. Ce que j'ai entendu par le cœur de la société, pour moi, c'était monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde. Donc, travailler dans une entreprise, payer des impôts, les enfants, il faut payer l'école, etc. Un être humain, comme il y en a beaucoup dans le monde, comme nous tous. Aller au cœur de la société et au cœur, partager mon expérience. C'est l'objectif que je me suis donné. Et c'est comme ça que, donc c'était en 2002, 21 ans plus tard, j'arrive enfin à comprendre le pourquoi j'ai créé K-Expertise. C'est justement pour aller au cœur de l'entreprise et pour intégrer dans l'entreprise la spiritualité. Sans pour autant enlever la partie dimension matérielle, chiffrée des dollars. Moi j'ai un corps, je suis incarné, je ne suis pas devenu moine. Non, j'aime la vie, j'ai une vie physique. La spiritualité n'est pas faite pour être vécue sur une montagne. Donc au cœur du système, un système qui a pour but essentiellement de gagner de l'argent. Ok. Donc gagner de l'argent n'est pas problématique. Il est problématique quand il devient une fin en soi. Ça devient un problème. Quand il ne nourrit pas autre chose. Et donc, l'idée de K-Expertise, c'est aussi, comme tout le monde, c'est une entreprise qui a pour but de faire de l'argent, mais pour réaliser le développement spirituel, participer à sa manière, à mon niveau, au développement spirituel de l'humanité. Et ce développement-là, pour moi, il passe par l'entreprise parce que c'est l'entreprise qui génère de l'argent. Une spiritualité qui n'a pas d'argent, qui vit je ne sais pas où, là, et qui n'est pas au cœur du système, on va dire, oh, mais tu racontes ta vie, tu vis dans un monde parallèle, en fait. Non, au cœur du système. Je gère des projets de développement numérique, etc. Je connais très très bien le système, je comprends très bien. C'est dans ce système-là que le mariage doit se réaliser, que les deux ensemble peuvent fonctionner main dans la main, et que c'est comme ça qu'on changera les choses. Voilà ce en quoi je crois, voilà ma conviction. Et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que la spiritualité? Maintenant que j'ai raconté toute mon histoire, donc la spiritualité pour moi, c'est le fait, à chaque fois qu'on est guidé par son intériorité plutôt que par sa tête ou son sexe, son corps, on est dans la spiritualité. Et donc c'est de l'ordre du ressenti, de l'intuition, des affaires comme ça. Nina Simone, elle exprime bien dans
Je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix, What's Happened Nina. Le début, il y a un journaliste qui pose la question, qu'est-ce que la liberté, Nina? Et là, elle dit, it's just a feeling, c'est quelque chose qu'on ressent. Et lorsqu'on vient en accord avec ce ressenti-là, lorsqu'on met en avant et qu'on est dirigé et qu'on se laisse diriger par ce ressenti-là, ben, tout le reste s'harmonise en fait. Et si on est capable, plusieurs individus, à vivre comme ça, et vibrer ensemble de ça, on est dans la spiritualité.